Avant ça, tu sais que tu retrouves sur Archimède tous les cours de ton année expliqués et détaillés en vidéo que tu peux également télécharger en PDF sur ton ordinateur ou imprimer. Tu retrouves également toutes les méthodes de tous les chapitres expliquées étape par étape que tu peux également imprimer. Ensuite, pour mettre ça en pratique, soit tu prends ton propre énoncé en photo grâce à notre IA, ou bien tu retrouves ici une base de données d'exercices de difficulté croissante. Et sur chaque exercice, si tu as besoin, Archimède t'explique tout le raisonnement que tu dois avoir pour être capable de faire n'importe quel autre exercice. Ensuite, tu corriges tes résultats, tu apprends à bien rédiger et tu gagnes plein de points pour suivre ton évolution. Bonjour à tous, c'est Charles d'Archimède, je suis très content de te retrouver pour ce chapitre magnifique et te dire tout ce que tu dois comprendre et savoir sur ce chapitre de dérivation. Si tu souhaites juste rafraîchir les idées, tu peux aller voir le résumé de ce cours que je fais à la fin de cette vidéo. Présentation du cours de dérivation en classe de première, spécialité, voire pas spécialité. C'est parti! Alors, petit conseil que tu comprendras surtout dans la deuxième partie de ce chapitre, c'est en dérivant qu'on apprend à dériver. Il n'y a pas de secret. Il va falloir que tu pratiques à fond, parce que la dérivation est un chapitre central, comme l'est d'ailleurs un petit peu le second degré, mais la dérivation l'est encore plus dans ton année de première, parce que tu vas l'appliquer dans tous tes chapitres, aussi en terminale, et vraiment, ça correspond au b.a.-ba de la première, ça correspond aux multiplications du primaire, et là, il n'y a pas de secret, souviens-toi comment tu as appris tes multiplications, tu t'es entraîné. Donc premier conseil, on dérive pour apprendre à dériver. Comment est structuré ce cours? Il est structuré en 3 grandes parties. D'abord une étude très locale, puis une étude globale, puis, et là il va falloir être courageux et patient, à la fin, l'annoncer de pourquoi est-ce qu'on a fait tout ça, donc la 3e partie, les études de variation d'une fonction. Il est normal, je te rassure, qu'au début, tu ne comprennes pas grand-chose sur l'utilité de cela dans l'étude locale et globale, et ça va prendre beaucoup plus de sens, enfin, à la dernière partie. Donc, il va falloir s'accrocher, c'est un peu théorique au début, mais tu vas voir que c'est une utilité qui est formidable pour l'étude, je vends un peu la mèche, l'étude des variations des fonctions. Alors d'abord, on va commencer donc par une étude que j'appelle dite locale, à un endroit bien précis, et pour ça, il faut comprendre la notion de limite en zéro. Oh là là, qu'est-ce que c'est que tous ces premiers mots? Alors, on va prendre le temps de lire ça tranquillement et que je te l'explique. Je te donne ici une fonction et tu remarques qu'elle n'est pas définie en zéro. On ne peut pas faire l'image de 0 puisqu'on a un x au dénominateur et tu le sais bien, on n'a pas le droit de diviser par 0 en maths. On va donc être un peu plus filou et se dire, mais je ne vais pas être égal à 0, je ne vais pas te prendre l'image de 0. Je vais m'en rapprocher tout doucement. Et je peux m'en rapprocher par des valeurs côté positif qui deviennent de plus en plus petites. Je pars de 0,5, et puis après je vais à 0,2, puis après je vais à 0,1, puis après je vais à 0,005, 0,01, 0,0001. Je me rapproche par valeur supérieure ou par valeur négative. Je peux faire la même chose en venant des négatifs et je me rapproche de 0. J'ai résumé des valeurs dans un tableau et donc on voit que plus on se rapproche de 0, et plus nos images, ici, elles ont tendance à devenir égales à 2. Tu es d'accord? Par valeur un peu inférieure ou par valeur un peu supérieure, mais elles se rapprochent de 0. On dit donc que la fonction f tend vers 2 lorsque x tend vers 0. Ok, ça se note comme j'ai mis ici. La limite de f de x lorsque x tend vers 0 est égal à 2. Alors en classe de première, on ne te demande pas d'être capable, si je te donne une fonction, tu me donnes des limites un peu partout. Ça, c'est au programme de terminale. Donc ce que nous allons faire cette année, c'est du bon sens. C'est-à-dire que dans ta tête, tu peux presque te dire, mais finalement, c'est comme si j'étais égal à 0 et qu'est-ce qu'il me reste? Là, pour te montrer un petit exemple avec du bon sens, si je te donne cette fonction g de x égale 1 sur x carré, vers quoi tendent mes images lorsque x se rapproche de 0? Parce que là aussi, on n'a pas le droit de remplacer par 0 le x, c'est au dénominateur, on n'a pas le droit de diviser par 0. Mais on va s'en rapprocher. Et vers quoi tend ton résultat? Plus la valeur de ton x est proche de 0, fais-le à la calculette, tu remplaces par 0,001, et puis encore plus, 0,0001, et tu vas voir qu'en fait, ton résultat, 1 divisé par quelque chose de tout petit, ça va être quelque chose d'immense. Et donc, on va pouvoir dire que la limite de g de x lorsque x tend vers 0 est égale à plus l'infini. Et ceci en venant côté positif ou en venant des côtés négatifs parce qu'il y aura, peu importe, pas d'importance pour le signe parce que nous sommes au carré. Graphiquement, ça donne ceci. Plus je me rapproche
de 0, tu vois, par valeur négative ou par valeur positive, et plus mes images, eh bien, hop, elles montent vers plus l'infini. Allez, maintenant qu'on a compris la notion de limite, ou en tout cas tu vas voir que ça va prendre son sens au fur et à mesure des exercices, on va s'attaquer à une étude dite locale. Accroche-toi, ça va bien se passer, je t'emmène avec moi. Alors qu'est-ce que dit ce blabla? Ce blabla, il décrit tout simplement le schéma, donc je vais te le faire oralement directement. On a représenté une fonction f, ok, une courbe comme ça. Et puis, on s'est donné un premier point A, qui a donc une abscisse, petit a, pas de souci, et donc une image, puisque A appartient à la courbe, une image qui est f de a. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Et puis ensuite, on va se donner un deuxième point par rapport à A, qui s'écarte de l'abscisse petit a d'une valeur h. Donc on s'écarte d'une valeur h, et donc on est en une abscisse qui vaut a plus h. Pas de souci. Ce point, on va l'appeler M, et donc son image, eh bien, puisque M appartient aussi à la courbe, son image, c'est aussi f de a plus h. Maintenant, par ces deux points, pourquoi pas faire passer une droite? C'est la droite que j'ai représentée ici en rouge. Maintenant, cette droite, elle admet un coefficient directeur, une pente. Te souviens-tu de la formule pour calculer le coefficient directeur d'une droite? C'est la différence des y sur la différence des x. Eh bien, c'est ce que j'applique ici. La pente, c'est donc xym moins ya sur xm moins xa. On remplace par les valeurs qui sont présentes sur notre schéma. Au dénominateur, on simplifie par a. Et il va nous rester cette quantité. Cette quantité, c'est la pente de la droite rouge. C'est pas compliqué. Cette valeur qu'on vient de calculer, cette pente de cette droite, ça s'appelle le taux d'accroissement de f en a. On a pour habitude de le noter taux, une lettre grecque, taux de h, puisque cette valeur, elle dépend de h. Okay, parce qu'on ne connaît pas cette distance de h. On considère que a, étude locale, on s'est mis à un endroit, a il est fixé, il est connu et il ne bouge pas. La seule variable dans notre taux d'accroissement, c'est la valeur h, c'est cette distance par rapport à cette abscisse petit a. Alors là est l'explication du cœur du problème de cette partie. Que se passe-t-il pour notre point M, qui est sur la courbe, et par lequel passe une droite? Que se passe-t-il pour M lorsque cette distance h, qui est un écart par rapport à petit a, lorsque f, on décide de la diminuer? Lorsque h, on va voir plus tard, tend vers 0. Alors qu'est-ce qui se passe? On va essayer d'y aller au fur et à mesure. On était à l'origine ici, avec un point M qui est là-haut, et une droite qui passe par A et M. Elle est rouge. Et si H diminue, eh bien M, qu'est-ce qu'il fait? Comme il est sur la courbe qui est là, eh bien M, il descend, il tombe. Et donc, mon M, il descend, hop, il est là, hop, il est là, il était là, et finalement, plus H tend vers 0, eh bien plus cet écart diminue. Et donc, plus le point M, il va vers le point A. Et souvenons-nous, on avait une droite qui passait par A et M. Eh bien, cette droite rouge, j'ai essayé de représenter plusieurs, elle tend, plus H diminue, elle tend à devenir la droite turquoise. Et c'est qui cette droite turquoise? Eh bien, c'est ce que nous allons appeler la tangente à la courbe jaune au point d'abscisse petit a. C'est ce que j'indique ici. Lorsque H tend vers 0, les droites rouges tendent à devenir celles en bleu, qui est pour la courbe sa tangente au point d'abscisse petit a. Donc finalement, notre coefficient directeur des droites rouges ici, lorsque H tend vers 0, eh bien, correspond de plus en plus, alors initialement à la pente des droites rouges, mais lorsque H tend vers 0, devient de plus en plus la pente de la tangente à la courbe en petit a. Et là maintenant, il est très important que tu comprennes cette définition. Lorsque la limite de ton taux d'accroissement, lorsque H tend vers 0, est égale à un nombre fini et unique. Fini, c'est-à-dire pas infini et pas inexistant. C'est-à-dire fini, c'est-à-dire que tu vas trouver égal 2, égal 3, égal moins 4, égal racine de 2, égal un nombre. Et est unique, j'ai dit. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que tu puisses avoir, ah bah je sais pas, ça pourrait être à la fois 2
ou moins 2. D'accord? Donc, quand la limite de cette quantité que tu vas pouvoir calculer, lorsque h tend vers 0 est égale à une limite finie et unique, alors tu peux conclure 4 conclusions. Tu dois connaître ça par cœur. Les 4 conclusions. La première, c'est que f est dérivable en a. Apprends-le. On dit que donc f est dérivable en a. Cette limite s'appelle le nombre dérivé de f en a. Elle se note, f' de a. Et surtout, mais là je te l'ai bien expliqué normalement, prends le temps de revoir cette vidéo, elle correspond, le résultat, cette limite, elle correspond graphiquement à la pente de la tangente AC de f au point d'abscisse petit a. Si encore une fois, on te demande de conclure une des 4 conclusions, par exemple, est-ce que f est dérivable en 4? Ou bien donner le nombre dérivé de f en 4, ou bien donner f' de 4, ou bien si on te demande, donner la pente de la tangente à la courbe C de f au point d'abscisse 4. Pour être capable de tirer une de ces 4 conclusions, ou ces 4 conclusions à la fois, il faut être capable de vérifier cette première partie. Cette première partie, elle est un petit peu lourde d'informations. Il faut d'abord former le taux d'accroissement. Et là, tu as une méthode, je t'invite à aller voir la vidéo qui t'explique comment déjà on forme cette quantité, ce taux d'accroissement, qui correspond à la pente des droites rouges. Et puis après, tu vas en faire leur limite lorsque h tend vers 0. C'est-à-dire qu'en fait, ces droites rouges deviennent une droite particulière qui s'appelle la turquoise. Et si on trouve que donc ce coefficient directeur, la limite de ce taux d'accroissement lorsque h tend vers 0 est égal à un nombre fini, eh bien tu vas pouvoir tirer tes conclusions. Donc tu vois, avant de tirer une des 4 conclusions que tu dois connaître par cœur, tu dois être capable de former ça. Et pour ça, tu as une vidéo qui va être expliquée pour faire toutes ces étapes-là. J'ai fait deux petits exemples. Un premier avec une fonction polynôme du second degré, qui nous fait plus peur maintenant. Et on demande est-ce qu'elle est dérivable au point d'abscisse 1, et dans ce cas-là, donner la pente de la tangente. Ce sera le même résultat, tu l'as bien compris. Alors, première étape, comprendre que ce 1 qu'on te donne, c'est le petit a. On forme ensuite le taux d'accroissement, c'est-à-dire f de 1 plus h moins f de 1 sur h. Donc, on remplace. Là, je t'invite à le faire tranquillement au brouillon parce que j'ai sauté des étapes. Et on finit par trouver 3 plus h. Tu verras dans la méthode, je t'apprends bien à factoriser par h. C'est très important pour pouvoir simplifier. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a le taux d'accroissement? Eh bien, tu dois en trouver sa limite lorsque h tend vers 0. Donc, la limite de ton d'accroissement qui vaut 3h plus 5. Lorsque h tend vers 0, c'est-à-dire h est de plus en plus petit, dans ta tête, je t'ai dit, tu as le droit de te dire que c'est comme s'il était égal à 0. Eh bien, 3 fois 0, ça fait 0, plus 5, il va te rester uniquement 5. Ah, là, on constate que 5 est une limite finie et unique. On n'a pas eu le doute, il n'y avait que 5 qui pouvaient exister, et c'est bien une limite finie. C'est ce que j'écris ici, appartient à R, et c'est une limite finie. Alors, on peut conclure que f est dérivable en 1, que ça se note f' de 1 égale 5, et que ça correspond à la pente de la tangente AC de f au point d'abscisse 1, et qu'elle vaut donc 5, cette pente. Voilà, je te laisserai lire le deuxième exemple, mais là, il se trouve que ici, ton taux d'accroissement vaut 1 sur racine de h, et lorsque tu fais la limite de ceci, quand h est de plus en plus petit, eh bien, tu vas diviser 1 par quelque chose de plus en plus petit, ça veut dire que tu vas avoir quelque chose de très grand. Ah bah voilà, nous n'avons pas une limite finie, et donc on peut dire que g n'est pas dérivable en 1. Bon alors, tu as envie d'avoir un peu plus de sens à ce qu'on est en train de faire. On sait de manière calculatoire qu'est-ce que ça veut dire d'être dérivable en une abscisse. Mais concrètement, à quoi cela correspond-il? Eh bien, il faut se rapprocher du graphe pour ça, et on l'a compris, c'était la 4e conclusion. Pour être dérivable en un endroit, il faut pouvoir mettre une tangente. Il faut être capable de tracer une tangente. Alors, pour mieux comprendre quand est-ce que ça marche bien, découvrons quand est-ce que ça ne marche pas. Eh bien, ça ne marche pas lorsque tu n'es pas défini en une abscisse, tu ne pourras pas tracer de tangente. Également, si tu n'es pas continu à cet endroit, tu ne pourras pas tracer de tangente. Et enfin, si tu admets un point anguleux, tu ne pourras pas tracer de tangente. Voilà ce que ça donne en exemple. J'ai représenté ici 4 situations que je vais te présenter pour comprendre quand est-ce qu'on est ou pas dérivable. Dans le premier cas,
nous ne sommes pas définis. Et tu vois qu'en fait, à cette abscisse ici, l'abscisse qui est là, on a un crochet comme ça, et puis à l'intérieur un autre crochet comme ça, dans l'autre sens. Là, on est défini, nanana. Mais à cette abscisse-là, on a les crochets qui sont comme ça veut dire qu'on ne prend pas, il n'y a pas d'image. On n'est pas défini, donc forcément on n'est pas continu, et forcément on n'est pas dérivable. Continu, c'est tout simplement, est-ce que pour tracer la courbe, j'ai eu besoin de lever mon stylo ou pas? Là, oui, je ne suis pas défini, donc j'ai dû lever mon stylo pour tracer la courbe. Ensuite, ici, tout le monde a une image, d'accord? On est donc défini partout. Mais nous ne sommes pas continus, alors nous ne serons pas dérivables. Enfin, ici, nous sommes définis partout, continus partout, et pourtant, nous ne sommes pas dérivables parce qu'il y a un point anguleux. On n'est pas capable de placer une tangente. Est-ce qu'on l'a fait comme ça? Est-ce qu'elle est en équilibre comme ça? Est-ce qu'elle est ici? On ne sait pas, et donc nous n'aurions pas une pente unique, et donc on n'est pas dérivable. Et enfin, dernier cas de figure, et bien là c'est que tout se passe bien, on est défini partout, on est continu partout, et il n'y a pas de point anguleux, on est dérivable partout. Voilà un peu la hiérarchie. On peut être défini mais pas forcément continu et pas forcément dérivable, mais par contre si tu es dérivable, forcément tu es continu, forcément tu es défini. Alors c'est déjà une très belle avancée, mais retiens tout de même que c'est une étude locale, en une abscisse A. C'est-à-dire que si maintenant tu veux me poser la question est-ce qu'à un autre endroit je suis dérivable, rebelote, reformer le taux d'accroissement, refaire la limite, bref, refaire beaucoup de travail pour avoir juste changé l'endroit où on veut savoir si on est dérivable ou pas. Bientôt, rassure-toi, tu vas avoir l'étude globale qui va te permettre d'avoir une idée entière sur la valeur de tes pentes de tangente. Avant de passer à l'étude globale, l'équation de la tangente. Parce qu'on en parle beaucoup depuis tout à l'heure, mais cette tangente, tu vas avoir une formule magique pour la calculer. Alors je passe sur la démonstration qui n'est pas du tout compliquée, que je t'invite à lire, qui te permet de comprendre l'origine de cette formule. Et cette formule, c'est celle-ci. L'équation de la tangente AC de f à une certaine abscisse, eh bien c'est y égale f' de a, facteur de x moins a, plus f de a, à connaître par cœur. Par cœur, par cœur, par cœur. Pour l'instant, on a vu deux choses à retenir par cœur. La grosse définition avec les 4 conclusions, la limite du taux d'accroissement lorsque h tend vers 0 égale un nombre fini et unique, on fait les 4 conclusions, et cette formule. Voilà, le cours est long, mais finalement, pour l'instant, il n'y a que deux choses à retenir par cœur. Alors essayons de la comprendre un petit peu mieux, cette formule d'équation de tangente. On a plein de morceaux, il y a des A, il y a des F, il y a des X, il y a des Y, ça fait beaucoup de choses. Mais en fait, il ne faut pas paniquer, il faut la décortiquer tranquillement. C'est une tangente est donc une droite. Ça doit donc être de nature Y égale MX plus P. C'est pour cela que tu as du Y et que tu as du X, parce que en fait, certes, nous avons une courbe qui admet par exemple ici une tangente, et donc elle a un lien intime avec la courbe ici, mais une fois qu'elle existe, eh bien en fait elle a le droit de vivre comme toute autre droite, et tu as le droit d'aller te promener dessus en mettant une valeur de x, et il va te donner une image y. D'où l'importance et l'existence du y et du x qui nous permettent d'aller nous promener sur cette droite. Et enfin, eh bien, c'est la beauté de cette formule, c'est que pour trouver la valeur de m et de p, on apprend que c'est cette formule-là, avec a qui va prendre une valeur précise, et f' de a qui va prendre un nombre, une valeur précise aussi, et f de a aussi qui va être un nombre précis. Donc finalement, après, en variable d'entrée, tu auras juste x, et en variable de sortie, tu auras juste y. Je t'ai fait un petit exemple. Donc on a une fonction toujours la même que tout à l'heure, un polynôme du second degré, et on veut sa tangente au point d'abscisse 1. Enfin la tangente à cette courbe, voilà, au point d'abscisse 1. Alors d'une part, on a vu tout à l'heure que f' de 1 était égal à 5, souviens-toi, c'était avec la limite du taux d'accroissement, etc. D'autre part, tu es capable, parce qu'on a besoin du morceau ici, f de 1, tu es capable de prendre l'image de 1 par ta fonction qui est ici, tu vas trouver 4, et donc c'est bon, maintenant on a tous les morceaux pour remplacer là-haut dans notre formule. Donc f' de 1, facteur de x moins 1,
plus f de 1. Et donc si tu remplaces, eh bien tu vas trouver ça et tu peux simplifier et trouver que tu as y égale 5x moins 1. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que certes, le coefficient directeur, d'ailleurs c'était la 4e conclusion de la grosse définition, le coefficient directeur c'est bien f' de a, pas de doute. Par contre, si on te demande quelle est l'ordonnée à l'origine de cette tangente, qui est avant tout une droite. Donc une droite, elle admet bien un coefficient directeur et une ordonnée à l'origine. Ok, on est bien de la forme y égale mx plus p. Eh bien, ne commets pas la faute à dire que c'est ceci l'ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, c'est ce que je mets dans le paragraphe ici, erreur classique. L'ordonnée à l'origine, c'est tout le morceau qui est là. F de A moins F' de A fois A. Tu vas le voir en développant cette formule et en identifiant avec M qui est devant le X et P qui est raccroché à aucune lettre que l'ordonnée à l'origine, c'est cela. Alors maintenant, passons à la deuxième partie sur 3 de ce chapitre. Une étude globale. Alors d'où ça prend son origine? Alors désormais, essayons de ne pas avoir une valeur précise à A, mais de le laisser quelconque. Ne serait-il pas possible, comme je l'indique, d'obtenir une fonction qui prendrait naturellement les valeurs des nombres dérivés suivant la valeur de A que l'on choisit après coup? Les nombres dérivés, c'est les pentes des tangentes, et il est très intéressant de connaître les pentes des tangentes. C'est tentant parce que regarde tous les efforts que tu as fournis pour trouver une pente de tangente. Tu as dû prendre une valeur de A, faire le taux d'accroissement en A, faire la limite lorsque h tend vers 0, et enfin être capable de conclure. Et là, si je te demande après, change de valeur d'abscisse et donne-moi la nouvelle pente de tangente, rebelote. Il faut reformer toutes les choses. Donc là, ce serait cool de pouvoir avoir une autre formule qui serait capable de nous donner eh bien, toutes les valeurs des tangentes. Alors essayons de le faire. Soyons des aventuriers et essayons de découvrir si ça ne pourrait pas exister en gardant le même état d'esprit qu'avant. C'est-à-dire que on va se prendre une fonction x au carré, et puis on va chercher donc le nombre dérivé de f, et au lieu de le faire en une valeur de a précise, au lieu d'aller chercher f' de a, eh bien on va garder x pour dire qu'en fait, la valeur de a elle n'est pas fixée, elle peut bouger. Alors on y va, on se fait confiance, on va former le taux d'accroissement, on va dire que c'est ceci, on va développer, attention, une petite identité remarquable, tac, 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 le x carré, là, on voit qu'il se simplifie. Ensuite, on va pouvoir faire une petite factorisation par h, et voilà, on va trouver ce taux d'accroissement. On est habitué maintenant, faire la limite de ce taux d'accroissement lorsque h tend vers 0, et donc vers quoi tend 2x plus h? Quand h tend vers 0, c'est comme s'il n'y avait plus de h, et donc c'est égal à 2x. On a donc trouvé une fonction qu'on va appeler f' de x, et qui nous donne la pente de notre tangente. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à choisir où on veut avoir la pente de la tangente, pour quelle valeur de x. Donc, pour quelle valeur de a? En fait, le a se fixe après, finalement. On peut aller remplacer en 1, en moins 4, en 2. On a juste à faire 2 fois la valeur, parce qu'on a trouvé que c'était 2x qui correspondait à la limite de taux d'accroissement lorsque h tend vers 0, sans donner de valeur précise à a, en laissant x. Super, non? Alors avant d'aller plus loin, une petite définition. On dit que f est définie sur un intervalle i et qu'elle est dérivable sur i si elle est dérivable pour toutes les valeurs de x de cet intervalle. Et dans ce cas, la fonction qui va associer le nombre dérivé de f en x va s'appeler la fonction dérivée de f et se note f'. Allez, maintenant on passe aux tables de multiplication version dérivée. Je te disais que tu vas devoir beaucoup pratiquer et apprendre plein de choses. Comme tu avais appris tes tables de multiplication, là il va falloir apprendre à dériver des fonctions. Des fonctions d'abord dites de référence, donc des fonctions classiques. C'est parti. Alors à chaque fois, je te fais la démonstration comme on l'a fait dans le préambule, en reprenant l'histoire du taux d'accroissement. Je ne vais pas développer, lis-les et tu vas pouvoir retrouver à chaque fois les formules que là, par contre, tu dois apprendre par cœur. Quand tu dérives une constante, tu es nul. Donc l'exemple, très très simple, si tu as f de x qui est égal à 8, quelle est la dérivée, la fonction dérivée? 8 est une constante, je dérive, ça fait 0. Alors ça se comprend très bien graphiquement aussi, pas uniquement par la démonstration du taux d'accroissement.
Parce que n'oublions pas que f' de x que l'on cherche correspond toujours à la pente des tangentes qu'on va trouver pour différentes valeurs de x. Ici, f de x est tout le temps égal à 8. Donc, si je me donne une valeur de x qui est ici, quelle est la tangente que je ferai à la courbe à cet endroit-là? Elle est comme ça. Quelle est sa pente? Elle est horizontale. C'est nul. Si je me mets à une autre valeur de x, je suis ici, je fais une tangente. Quelle est sa pente? Elle est nulle. On comprend bien pourquoi la dérivée d'une constante est nulle. Allez, même chose pour une autre fonction de référence. La dérivée de x, c'est égal à 1. Et là aussi, ça se comprend très bien graphiquement. J'ai représenté sur ce graphe la fonction qui à x associe x. Et donc, si ici on veut faire une tangente, hop, quelle est la pente? Eh bien, c'est le coefficient directeur de notre droite finalement, parce qu'elles sont confondues. C'est donc 1. Je me mets ici, même pente. Je me mets ici, même pente. Maintenant, quelle est la dérivée de la valeur absolue? Alors, tu te souviens que la valeur absolue, son principe, c'est qu'elle te donne x lorsque tu es sur les positifs, et puis elle te donne l'opposé de x, elle te donne moins x lorsque tu te trouves sur les négatifs, de telle sorte qu'en fait, une valeur absolue, elle est toujours égale à un peu au positif du nombre. Eh bien, apprends que la dérivée de la valeur absolue quand tu es sur les positifs, elle est égale à 1, et quand tu es sur les négatifs, elle est égale à moins 1. Ça se comprend très très bien sur un graphe, puisqu'elle est là, la représentation graphique de la valeur absolue, et tu vois que sur les positifs, on est de la forme y égale x, on retrouve donc la dérivée de x qui est égale à 1, et sur les négatifs, on a ici une pente qui vaut moins 1, et donc toutes les tangentes que tu pourrais faire à la courbe auraient cette même pente, et donc c'est bien moins 1 que tu retrouves comme dérivée. On verra plus tard, à noter, qu'elle n'est pas dérivable en 0, parce qu'ici on a un point anguleux. La dérivée de la fonction kx est tout simplement égale à la constante multiplicative k. J'ai représenté ici une fonction qui est égale, supposons, à 1/2 de x. Eh bien, si on avait une tangente à faire, elle aurait également la même pente, donc 1/2. Le coefficient directeur de ces tangentes, c'est juste le 1/2. La dérivée de la fonction x carré, c'est tout simplement 2x. Et c'est là qu'est toute la beauté, c'est que ici, je t'ai représenté en jaune la fonction x carré. Et si tu fais une tangente ici, eh bien, son coefficient directeur vaut 2 fois l'abscisse de là où tu cherches la tangente. Ici, ça vaut 2 fois cette abscisse. Là, ça vaut 2 fois l'abscisse. C'est quand même assez amusant et surprenant à noter. La dérivée de x cube, 3x carré. Retiens que le 3 tombe devant et que le degré baisse de 1. Si on continue avec cet état d'esprit, x puissance n, sa dérivée, c'est n, x puissance n-1. Le degré tombe devant et x, il baisse de 1 au niveau de sa puissance, n-1. 1 sur x, à retenir par cœur et à ne pas se tromper, la dérivée de 1 sur x, c'est moins 1, il ne faut pas oublier le moins, sur x carré. La dérivée maintenant de 1 sur x puissance n vaut ceci, je ne la prends pas par cœur, je ne la connais pas même. En fait, je passe par une petite astuce que je note ici en vert, c'est que 1 sur x puissance n, eh bien, tu peux l'écrire comme étant x puissance moins n, et donc faire appel à ta connaissance de cette dérivée-là, qui est donc nx puissance n-1, et que tu vas appliquer dans ce cas de figure. Je te laisse le faire et tu vas voir que tu retrouves naturellement la formule. La dérivée de racine carrée de x. Alors attention, une racine carrée, souviens-toi qu'elle est définie sur R+, en revanche, on ne peut pas sur le négatif, hein, mais on peut faire racine carrée de 0. En revanche, elle est dérivable sur R+ étoile. La démonstration te le fait bien comprendre, et sa dérivée vaut 1 sur 2 racine carrée de x. Bon, maintenant, les dérivées des fonctions trigonométriques. La dérivée de sinus, c'est cos. La dérivée de cos, c'est moins sin. Le moyen mémotechnique, ici, pour s'en souvenir, que tu pourras revoir quand tu auras fait ton chapitre de trigonométrie, c'est que lorsque tu dérives, tu fais un quart de tour dans le sens horaire. Donc ici, tu as ton sinus. Quand tu le dérives, il devient cosinus. Ici, tu as le cosinus. Quand tu le dérives, il devient moins sinus. La dérivée de la fonction exponentielle que tu reverras dans ton chapitre de la fonction exponentielle en classe de première, c'est tout simplement elle-même. C'est donc exponentielle de x. Et maintenant, tu as ici un tableau qui je t'ai fait qui résume toutes les formules à apprendre par cœur. Donc, tu as ici toutes les formules. Et également, il faut retenir
sur quel ensemble tes fonctions de base sont définies et sur quel ensemble tes fonctions vont être dérivables. Globalement, c'est les mêmes, sauf pour la fonction racine carrée de x et valeur absolue. Sous ce tableau, j'indique les remarques que j'ai essayé de faire au fur et à mesure, mais il y a plein de petits moyens mémotechniques qui te permettent soit de ne pas retenir la formule directement et de faire une petite astuce qui permet de retrouver la formule de la dérivée. Alors maintenant, on passe à la deuxième partie de ce grand 2, c'est que en fait, tu remarqueras que bien souvent, tes fonctions que tu vas devoir dériver, eh bien, c'est pas juste une fonction usuelle ou une fonction dite de référence. C'est par exemple cette fonction ici. Et on ne retrouve pas ça dans notre tableau qu'on vient de voir précédemment. Alors il va falloir apprendre à dériver ce que j'appelle des structures. Ici, par exemple, on a une structure de quotient. Et puis au dénominateur, on a une petite structure d'addition. Il va donc falloir apprendre à dériver ces structures. Donc là aussi, à chaque fois lorsque c'est facile, je fais la petite démonstration qui permet de comprendre l'origine de la formule, notamment pour la dérivée d'une somme. C'est très simple, c'est la somme des dérivées. Un petit exemple, si nous devons dériver cette fonction 3x plus 1 sur x, on regarde avec de la hauteur qu'il s'agit d'une somme. On sait donc que pour dériver l'ensemble, il va falloir dériver séparément et faire la somme. C'est la somme des dérivées, c'est la formule de la structure. Donc, on prend le temps de noter qui est U, qui est V, on prend le temps de dériver tranquillement U, tranquillement V, et ensuite on applique la formule de la dérivée de la somme. C'est donc la somme des deux dérivées respectives, donc 3 et moins 1 sur x carré. Maintenant, la structure k fois une fonction, comment ça se dérive? C'est très simple. Une constante multiplicative, retiens-le, on la garde tout le temps. K est la constante multiplicative ici. K, c'est peut-être 3. On la garde. Donc, c'est tout simplement la formule 3 fois la dérivée. K fois la dérivée. Voilà ce que ça donne ici pour un petit exemple. Si on a 5 sur x, ah, intéressant. On pourrait se dire que c'est un quotient, mais là, tu vas te compliquer la vie. D'ailleurs, on n'a pas encore vu la formule du quotient. En fait, ici, tu vas plutôt interpréter ça comme étant 5 fois 1 sur x. Tu vois, le 5 qui est au numérateur, tu le fais tomber devant ta fraction. Et donc là, tu reconnais 5, c'est une constante, c'est donc 5 fois une fonction. Comment on dérive k fois u? Eh bien, c'est tout simplement k fois u'. Prends le temps de noter qui est k, qui est u, de dériver tranquillement ton u. U, bah là, c'est une fonction de référence, c'est 1 sur x, donc ça fera moins 1 sur x carré. Et après, tu n'as plus qu'à appliquer ta formule et remplacer par les morceaux. Allez, première formule un petit peu plus complexe, la formule du produit. Alors, tu as la démonstration ici, parfois certains profs la demandent, donc c'est intéressant de bien la comprendre et de l'avoir, je l'espère, proprement écrite comme c'est le cas ici. La dérivée du produit, eh bien, c'est cette formule u'v plus uv'. Donc ici, je fais un exemple, x carré fois exponentielle x, j'introduis exponentielle x parce que la dérivée de la fonction exponentielle x, c'est bon de l'avoir et puis elle n'est pas compliquée, c'est elle-même. On note qu'on a donc la dérivée qu'il va falloir faire d'ici, qui est un produit. Donc il va falloir avoir u, puisqu'on en a besoin dans notre formule. Hein. On a v puis on a u. Et on va avoir besoin de u' et v'. C'est pour ça qu'on prend le temps de calculer tranquillement u', v'. Et ensuite, on écrit la formule. Dans un premier temps, écris-le théoriquement. u'v plus uv'. Et sur la ligne d'après, tu remplaces par ce que vaut chacun des morceaux. Maintenant, la structure u au carré. Cette structure, c'est donc 2u'. On a un peu le même état d'esprit que on prend le degré, il tombe devant, mais aussi on dérive u' et on multiplie par u. Voilà ce que ça donne dans un exemple. Ici, on a 3x plus 4, le tout au carré. Je prends le temps de noter qui est u, 3x plus 4. Et le carré ici, c'est 2 évidemment. On dérive notre intérieur, donc la dérivée de 3x plus 4. J'ai pas pris le temps ici de noter qu'on avait à nouveau une somme qu'il va donc falloir dériver séparément 3x et 4. La dérivée de 3x, on est de la forme k fois x. Donc c'est la dérivée, ça va être k. Ici c'est donc 3. Et la dérivée de 4, c'est une constante, ça fait 0. Tu vois, tu dois à chaque fois raisonner comme ça. Prendre la hauteur, qu'est-ce que j'ai? Et au fur et à mesure, tu rentres dans l'intérieur des fonctions et tu les dérives tranquillement au fur et à mesure. Et ensuite, on applique la formule, donc 2 u'. La fonction racine carrée de u se dérive en u' sur 2 racines carrées de u. J'ai fait un exemple que je t'invite à lire tranquillement, il n'est pas compliqué non plus. La fonction u puissance n, parce que oui, on n'a pas forcément que u au carré à dériver.
Eh bien, cette formule, c'est n u' fois u puissance n-1. Encore une fois, le degré tombe devant et puis à la fin, il baisse d'une unité. Mais il ne faut pas oublier de multiplier par u'. La dérivée d'exponentielle de u' fois exponentielle u. La dérivée de 1 sur v de l'inverse, c'est une formule à ne pas confondre avec la fonction de référence non plus, 1 sur x, qui vaut moins 1 sur x carré. Ici, ça vaut moins v' sur v au carré. Et là, la big formule que tu vas appliquer dans beaucoup de cas de figure, à ne pas confondre avec celle du produit. Le produit, u fois v, c'est u'v plus uv'. Ici, pour un quotient, c'est u'v moins uv'. Donc c'est presque la même chose que le produit, mais avec un moins. Et au dénominateur, on a du v carré. Alors là, on va prendre le temps de faire l'exemple parce que c'est quelque chose de très classique. On a cette fonction ici, moins 2x plus 5 sur 3x plus 4, qui est un quotient de deux fonctions. On identifie tranquillement qui est u, qui est v. On prend le temps de dériver u et de dériver v, c'est ce que j'ai noté ici, u' et v'. Alors u, si on regarde, c'est aussi une somme qui va donc se dériver séparément. Premier morceau, c'est 2x, qui est la forme k fois x. Donc la dérivée de k fois x, c'est k. Donc j'ai moins 2 pour ce morceau-là. Hop. Et ensuite, j'ai 5 qui est une constante. Et une constante, ça fait 0. Donc la dérivée de u, c'est juste moins 2. Pareil pour ici, 3x plus 4, la dérivée, c'est donc, on dérive 3x, on dérive 4, la dérivée de 3x, c'est 3, la dérivée de 4, c'est 0, et donc on a v' qui est 3. Et après, tranquillement, on prend le temps d'appliquer la formule. Et on trouve à la fin, moins 23 sur 3x plus 4. On ne développe jamais le dénominateur. Retiens-le et tu vas le comprendre très vite pourquoi. Enfin, les dérivées des fonctions trigonométriques que tu reverras en terminale. La dérivée de sinus de u, c'est-à-dire sinus d'une fonction qui est dans u, qui est dans sinus, c'est u' cos u. Et également pour cos u, la dérivée c'est u moins u' sin u. Il y a des petits exemples si tu veux les voir. Enfin, la dérivée d'une composée simple, parfois revue en terminale, u d'une fonction affine, c'est donc a fois u' fois ax plus b. Peut-être ton professeur te montrera la dérivée d'une fonction composée qui est générale, qui permet d'ailleurs de remontrer beaucoup de structures ici. Et enfin, le tableau récapitulatif, là aussi, des dérivées de structures à connaître par cœur. Tout est récapitulé ici. Ça y est, nous y sommes, troisième et dernière partie de ce cours, où tu vas enfin comprendre pourquoi est-ce qu'on fait tout ça depuis le début. C'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on a fait au début des histoires de taux d'accroissement qui avaient un lien intime avec la pente des tangentes. Pourquoi est-ce qu'après on a fait une étude plus globale où on a appris à dériver très calculatoirement. Et enfin, à quoi tout cela va nous servir. Donc si tu as regardé tout d'un coup, bravo. Alors pour comprendre l'utilité des dérivées, n'oublions pas finalement la toute première partie qui était peut-être un peu théorique, un peu abstraite et faisant peur, qu'on a après mis vite de côté parce qu'on a fait que des dérivées. Mais en fait, l'essence même de cette dernière partie remonte bien à cette toute première partie, qui est que les f' de x étaient des f' de a pour n'importe quel a, et que les f' de a sont les pentes des tangentes. Et est-ce que tu t'es déjà demandé comment est-ce qu'on pouvait étudier les variations d'une fonction complexe comme ça? En seconde, toi, tu as vu qu'on avait des techniques qui étaient d'ailleurs assez fastidieuses avec f de a moins f de b, il fallait étudier le signe de cette différence, ou bien partir d'un a qui était plus petit qu'un b et construire avec des inégalités f de a et f de b. Mais là, clairement, avec la fonction que je t'ai présentée avant, ça va être beaucoup trop compliqué, on ne pourra pas faire ça. Alors comment est-ce qu'on va pouvoir faire l'étude des variations d'une fonction? Eh bien, essayons de voir sur le graphe qui est représenté ici, les variations. On voit qu'on a quelque chose qui est d'abord décroissant, et puis après c'est un peu recroissant, et puis après c'est décroissant, alors que ici on est tout le temps décroissant. On est d'accord? Maintenant, plaçons dessus quelques tangentes. Ici, la tangente, elle est comme ça, là elle est comme ça, et puis ensuite là elle est comme ceci. Et puis là elle est tout le temps, enfin elles sont tout le temps comme ça. Qu'est-ce que tu remarques sur les portions où la courbe est croissante au niveau des tangentes? Et notamment au niveau du signe du coefficient directeur des tangentes. Eh bien moi, je remarque que les endroits où la courbe est croissante, les tangentes ont un coefficient directeur positif. Alors que les endroits où la courbe est décroissante,
sur toute cette zone-là où la courbe est décroissante, les coefficients directeurs des tangentes sont négatifs, mais droites sont inclinées vers le bas. Eh bien, il est là le lien entre dérivée, sur lequel on va étudier les signes, puisque la f' représente les pentes des tangentes. Donc le signe des pentes des tangentes, il va y avoir un lien avec les variations de la fonction. C'est ce qui est indiqué ici. Si f' de x est négatif, alors f est décroissante. Et si f' de x est positif, alors f est croissante. Tu peux noter que f' de x égale 0 correspond donc à une abscisse où la pente est horizontale, comme j'ai pu le faire ici au point d'abscisse xa pour le point A et xb pour le point B. Nous avons deux tangentes horizontales. On va voir à quoi ça correspond ces endroits-là. Alors un extrémum, c'est un mot général qui va désigner à la fois un maximum et un minimum. Pour éviter de dire minimum ou maximum, on a créé un seul, extrémum. Alors qu'est-ce que c'est qu'un maximum local ou un minimum local? C'est un endroit où, pour le maximum local par exemple, on est le boss. On est au-dessus des autres. Voilà, ici A, c'est un petit peu le boss au niveau de sa colline. Ça veut dire que toutes les autres images autour de lui vont être en dessous du boss. Et pour un minimum, c'est pareil, dans l'autre sens. En fait, on est plus bas que nos autres images à côté. Alors on comprend bien la définition d'un minimum ou d'un maximum local, et maintenant de manière plus calculatoire, eh bien, il faut que la dérivée s'annule en une valeur et change de signe, pour passer de quelque chose de croissant à décroissant, ou quelque chose de décroissant à croissant. On aura à ces endroits-là, à ces abscisses-là, l'abscisse d'un extrémum. Alors petite précision, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas simplement qu'il faut que ça s'annule, mais que ça s'annule et change de signe? Parce que ici je représentais un point A où si tu avais une tangente à faire, elle serait en effet horizontale, mais pas de changement de signe. Tu vois qu'on est bien des tangentes toujours en train de monter. Bon, ça s'annule, mais ça remonte, et coefficient directeur positif. En effet, la courbe est toujours croissante, et donc on n'a pas de création d'un extrémum local. Donc il y a annulation du signe de la dérivée et changement de signe. C'est la fin du cours. Je t'invite évidemment à voir les vidéos sur les méthodes. C'est très important d'avoir la méthode, les recettes à appliquer en exercice, parce que là, on a juste vu des définitions ou des propriétés, mais tu n'as pas la pratique qui est expliquée en méthode. Maintenant, on fait un résumé de cours. On a commencé par une étude locale, avec des rappels d'abord, ou de la découverte de la notion de limite, qu'on a appliqué pour le taux d'accroissement. Donc taux d'accroissement, c'est ici. Et on a surtout vu cette grosse formule qui est lorsque la limite du taux d'accroissement, lorsque h tend vers 0 est égal à un nombre fini et unique, on peut faire ces 4 conclusions, notamment la dernière, que ça correspond à la pente de la tangente AC de f en petit a. Justement, la tangente, eh bien, il y a une formule qui nous permet d'avoir l'équation générale de la tangente, qui est une droite après tout, qui est y égale f' de a, facteur de x moins a plus f de a. Nous avons également vu, c'est toujours bon de s'en rappeler, pourquoi est-ce qu'on est dérivable ou pas dérivable graphiquement. Notamment, nous ne sommes pas en dérivable lorsque nous ne sommes pas définis, qu'on n'est pas continu et que nous avons un point anguleux. Ensuite, deuxième partie du cours, une étude globale, où là, nous avons appris, et tu as appris à dériver d'abord des fonctions usuelles et après des structures. Je t'invite à bien apprendre par cœur les tableaux récapitulatifs, ici pour les fonctions de référence, et pour les structures, ce tableau où tu dois reconnaître donc une somme, un produit, etc. Et enfin, on a vu l'application de ce fabuleux chapitre qui va te permettre finalement d'étudier les variations de n'importe quelle fonction. Avec le signe de la dérivée, te donnera les variations de la fonction. Retiens-le bien, signe de la dérivée, variation de la fonction. Et enfin, on a conclu parce que c'était qu'un extrémum local, la dérivée s'annule et change de signe.